Beaucoup d'émotions, je vous le disais, ce soir à l'annonce donc de la mort d'Annie Girardot. Bonsoir Philippe Labro, merci beaucoup d'être sur le plateau de BFM TV. Vous connaissiez Annie Girardot, vous l'avez interviewée comme journaliste, vous connaissez très bien le cinéma bien sûr, vous avez réalisé de nombreux films. Ce soir, tous les amoureux du cinéma sont en deuil, mais pas seulement. Elle était une actrice qui incarnait la femme des années 70, la femme française. Hein. Oui, d'ailleurs je regardais 122 films. Sur les 122 films, je regardais simplement les prénoms de ces rôles. C'est des prénoms français. Elle ne s'est jamais vu autre chose que Françoise, Annie, Colette, très proche de la française des années 70 ou 80, ou un certain type de française à la fois fragile, bien sûr, ce que disait très bien un garçon qu'il a bien connu et qui a très bien écrit pour lui, qui est Jean-Louis Dabadi, pour elle, pardon. Oui. Et qui disait qu'elle était comme un objet d'art qui se casse entre vos doigts, et elle se cassait, dit Jean-Louis Dabadi, entre vos yeux. Donc le mélange de force et de fragilité, qui est d'ailleurs en chacun d'entre nous, capacité d'incarner n'importe quelle femme française, taxi, reporter, magistrate, médecin. Professeur, évidemment, enseignante. N'oublions pas qu'elle débute comme infirmière. Je ne sais pas combien de temps elle a travaillé comme infirmière, mais l'infirmière, l'aide-soignante, elle est proche des gens. Et elle reçoit l'humanité, elle la comprend. Et l'autre chose qui me frappe beaucoup quand on regarde cette filmographie, c'est qu'au fond, c'est le Jean Gabin femme. Oui. C'est-à-dire qu'elle a su complètement grandir, mûrir, vieillir, incarner tous les rôles avec ce qu'avait Gabin, ce qu'avait Ventura, ce qu'ont les très grands comédiens de cinéma, le naturel. Or, le naturel, il faut l'inventer. Hein. C'est un grand travail. Oui, c'est le fruit d'un très grand travail, évidemment. Alors, évidemment, donc elle est décédée hier. Elle a été aussi, elle a incarné pour les Français, hélas, depuis 2006, quand on a appris sa maladie d'Alzheimer. Justement, elle a incarné cette maladie, les efforts que font tous les gens qui entourent les malades d'Alzheimer. Et aujourd'hui, tout le monde se sent très proche de sa famille, qui est donc encore à l'hôpital Lariboisière ce soir. Et on va écouter tout de suite Line Renaud, qui est allée hier à l'appel de la fille d'Annie Girardot, voir Annie Girardot peut-être juste avant qu'elle décède. Elle en était extrêmement proche et elle en parle merveilleusement. On l'écoute. Je suis d'autant plus bouleversée que j'étais près d'elle hier. J'avais peur, j'avais très très peur d'être terriblement choquée. Même sa petite fille me disait, Lynn, ne venez pas, gardez l'image que vous avez d'Annie. Et je suis allée, je suis heureuse d'y avoir été. Parce que j'ai vu Annie, bien entendu. Elle vous a pas reconnu? Non, mais même, je n'y allais pas pensant qu'elle allait me reconnaître. Et mais j'y suis allée parce que j'ai vu Annie partir paisible. Elle était encore vivante, mais elle était très paisible. Et j'ai surtout vu Annie entourée d'amour. Voilà, Annie qui était donc entourée de tous ses proches, et ça, c'est cette proximité avec les Français. Je pense que ce soir, tout le monde le ressent. Revenons à sa carrière. Vous disiez, elle a commencé comme infirmière, mais elle a aussi fait le conservatoire. Elle a aussi été à la Comédie Française. C'est un parcours Elle a impressionné splendide. Jean Cocteau, qui dès le début a dit qu'elle avait une force dramatique comme il n'y avait pas de toute sa génération. Autre chose aussi, il faut voir que cette femme fait aussi bien rire, parce qu'elle fait des comédies d'Audiard, de Zidi, que pleurer ou que faire les grands drames, en particulier tourner André Cayatte. Et puis moi, c'est ce qui m'a toujours retenu, c'est dans Rocco et ses frères. C'est un chef-d'œuvre de Visconti, très grand, très grand, un des plus grands metteurs en scène du siècle, italien, et où elle joue le rôle d'une femme qui, au fond, va être victime des hommes. Et d'ailleurs, dans sa vie privée, elle a été en partie victime des hommes. Mais elle est bouleversante. C'est là qu'elle a rencontré d'ailleurs Renato Salvatore, qui a été l'homme de sa vie. Voilà, le père de sa fille. On va regarder tout de suite un extrait de Rocco et ses frères, justement. Non, sois un être vulgaire et cruel, comme lui. Moi, je t'aime, Rocco. Tu me crois? Rocco, je t'en supplie, alors tout ça, c'est inutile, c'est pas la peine. Moi, je crois plus en rien. Écoute, Rocco, je t'en supplie, si tu continues comme ça, je me jette dans le vide. Moi, je me tue, tu comprends? Nadia! Non! Nadia, écoute! Nadia, arrête-toi! Nadia! Non! Non, Rocco, laisse-moi! Non! Nadia, écoute! Non, laisse-moi! Je vais mourir! Voilà, ça c'est en 1960.
Oui, Donc, oui. Et puis elle tourne, alors c'est inimaginable, je regardais, elle a tourné 7 longs métrages en une année, alors, je crois que c'est en 78-79. Si vous réfléchissez, un long métrage c'est au moins 2 mois, ça veut dire que Annie Girardot n'a jamais arrêté de travailler. Autre chose aussi, on l'oublie parfois, c'est sur scène, au théâtre, donc Jean-Loup Dabadi qui adapte quelques pages d'un Brésilien, ça devient Madame Marguerite, où elle joue cette institutrice un peu vieux jeu qui interpelle, qui apostrophe le public, et elle est génialissime. Elle est reconnue dans la rue pour ce rôle de Madame Marguerite. Les gens l'apostrophent comme ça, ils lui disent Madame Marguerite parce qu'elle est devenue... Avec sa petite robe à fleurs voilà. et ses tennis mauves. Et Jean-Loup me disait, je l'ai eu au téléphone tout à l'heure, qu'il la voyait se changer, et puis prendre son petit sac et partir avec sa maman. Et il me disait, je voyais dans les rues de Paris la plus grande comédienne française, une femme comme les autres. Et c'est ça, cette espèce d'équilibre entre à la fois une immense comédienne, capable de tout jouer, encore une fois, et puis dans la vie, bah oui, effectivement, les femmes s'identifient à elle, elles lui ressemblent. Alors c'est ce qu'elle dit elle-même dans le livre qu'elle écrit après Mourir d'aimer. Elle écrit Vivre d'aimer pour parler de sa mère. Ouais. Et elle dit, dans la rue on m'appelle Annie, on me demande des autographes et puis on taille une bavette. Mais vous n'êtes pas venu voir une vampe belle et réelle, mais une femme, tout simplement. J'ai toujours fait mon ménage, mon marché, mes courses. Ah oui. C'est elle n'a jamais été, guillemets, people, jamais été, guillemets, bling bling. C'est jamais la bombe de sexe. Hein. Elle s'appelait pas Pénélope ou Pamela, c'était Annie. Annie Girardot, la française par excellence. Hein. Mais elle en a souffert de ça aussi, puisque pendant une période, elle tourne beaucoup moins. Ouais. Oui, parce qu'elle a été victime d'un ostracisme incroyable, sous prétexte qu'elle avait tourné avec, disons, une génération de metteurs en scène qui commence à disparaître, sous les coups terribles des petits arrivistes de la nouvelle vague. Donc, ils l'ont écartée parce qu'elle représentait un cinéma qu'il refusait, qu'il rejetait. Au point d'être très cruel. Truffaut a été très cruel et très injuste avec elle. Oui, il faut le dire aussi, ça. Donc, elle a vécu, mais ça, il n'y a pas de comédien ou de comédienne qui n'ait pas vécu ça, des hauts et des bas. Hein. Mais tout de même, il faut bien reconnaître, même si tout le monde s'accorde à reconnaître que dans sa vie, elle n'a pas toujours été très heureuse, Lelouch le disait très bien, il faut dire que c'est une carrière exceptionnelle, hein. On va regarder un petit extrait peut-être d'une comédie avec Louis de Funès parce que elle a été incroyable. Et moi j'ai remarqué qu'elle avait toujours les cheveux très courts parce que et ça c'est très symbolique de ces années-là et ça donne aussi cette proximité. Les cheveux courts, le petit nez un peu en l'air et aussi, c'est pour ça que je pense à Gabin, une gouaille dans la voix, une voix un peu voilée, d'ailleurs très belle voix, et qui vient de ses origines parisiennes. C'est une parigote, Girardot. Hein. On regarde un extrait de La Zizanie alors. Qu'est-ce que c'est que ça? Mon potager! Qui a fait ça? Une fuite. Et je suis sûre que tu y es pour quelque chose. Mais comment peux-tu croire une chose pareille? Tu mens! En 23 ans, je ne t'ai jamais menti. Et tout ça le jour de l'anniversaire de notre mariage. Justement, j'y pensais aujourd'hui, ma chérie. Justement. Écoute, si ce soir, on passe la soirée ensemble. Tous les deux tranquilles. Champagne, caviar, Mozart. Tu oublieras tout. C'est un plaisir. Hein. Oui, bah oui. On est en ligne avec Frédéric Mitterrand, le ministre de la Culture. Merci beaucoup d'être en direct avec nous sur BFM TV, bien sûr. Bonsoir, Hôtel Krief. Vous l'avez également interviewé. Vous avez dit j'ai été très marqué par ces rencontres. Hein. J'ai été très marqué parce qu'il y avait en elle une générosité extraordinaire, une émotion extraordinaire. Et on avait toujours l'impression d'être dans le vrai et dans la profondeur des sentiments. Et elle le manifestait dans sa vie et elle le manifestait dans ses rôles. Et cette sensibilité qu'elle avait, qui était tellement forte, tellement inépuisable en quelque sorte, lui permettait à la fois d'être bouleversante chez Visconti, dans le rôle de Nadia dans Rocco et ses frères, qui est un de ses grands rôles emblématiques, d'être un peu théâtral dans le meilleur sens du terme dans le cinéma français des années 50 en face de Gabin, et il fallait tenir en face de Gabin, d'être prête à prendre tous les risques quand elle tournait avec Marco Ferreri, et dans le mari de la femme à barbe par exemple, et puis aussi de jouer des grands rôles populaires au sens le plus noble du terme, comme lorsqu'elle interpréta le personnage de Gabriel Russier.
La professeure, la professeure qui était amoureuse d'un de ses élèves et qui s'est suicidée et qui avait valu, le président Pompidou avait dit des mots très très émouvants, citant Éluard sur cette histoire qui avait bouleversé la France, et c'était très très difficile d'interpréter cela. Eh bien, Annie Girardot y était parvenue d'une manière bouleversante. Philippe Labro dit c'est l'actrice française, c'est la femme française en fait. C'est pourquoi ce soir tout le monde ressent cette émotion. Hein. Il y a une émotion extrêmement forte, oui, qui court à travers toute la société française parce que tout le monde a une part de Annie Girardot en soi, et quand on aime le cinéma, puis même quand on l'aime pas tant que ça, mais qu'on le voit à la télévision avec plaisir chaque fois que c'est Annie Girardot, on se sent tout d'un coup un peu plus seul. Et puis il y avait aussi cette générosité, on la sentait quand par exemple elle a obtenu ce César qu'elle n'attendait plus après plusieurs années où elle n'avait pas joué et où elle a pleuré en direct en disant des phrases très très émouvantes, très très fortes sur le métier de comédien, sur les périodes sur la cruauté de ce métier. Oui, il y avait beaucoup de jeunes actrices françaises. Il y avait Juliette Binoche et d'autres qui la regardaient et qui la regardaient fascinées par la sincérité et la vérité qui se dégageait de ce moment de vraie vie. Des moments de vraie vie, il y en a eu tout le temps dans la vie d'Annie Girardot et dans les films. Merci beaucoup, merci de ce témoignage. On va justement regarder tout de suite ensemble ce moment au César. C'est en 1996. Pour Les Misérables, elle reçoit le prix de second rôle féminin et elle est bouleversante. Ça fait tellement longtemps. Je ne sais pas si j'ai manqué au cinéma français, mais à moi, le cinéma français a manqué follement, éperdument, douloureusement. Excusez-moi. Et votre témoignage, votre amour me faut penser que peut-être, je le dis bien peut-être, je ne suis pas encore tout à fait morte. Beaucoup d'émotions encore. On va écouter Michel Boujna qui est tourné avec elle dans ce film Les Misérables. Michel, vous êtes en ligne avec nous, merci beaucoup. Vous vous souvenez bien sûr de ce moment, vous vous souvenez de ce tournage, et Claude Lelouch qu'on écoutait tout à l'heure disait quand elle est arrivée, qu'elle a joué la Thénardier, tout le monde était scotché, c'était incroyable. Vous vous en souvenez? Oh oui, c'est un moment inoubliable de ma vie d'acteur et de ma vie d'homme, parce que vous savez, quand on tourne avec Lelouch, on improvise. Il nous souffle des mots, et il connaissait très très bien Annie. Il l'aimait tendrement, et cette complicité qui s'était créée sur le tournage, vous savez, on a tourné sans s'arrêter. Et c'était un moment de rêve, d'abord parce que j'étais fasciné par son émotion, par sa force, par son talent, par sa générosité. Vraiment, moi, c'est un moment que j'ai pas oublié. Et si elle a eu le César pour ce rôle-là, c'était mérité, mais je pense que ce César, elle le méritait pour l'ensemble de la carrière qu'elle a accomplie. C'était un moment vraiment très rare, très pur, très en dehors du temps, vraiment, en dehors du temps. J'ai pas oublié. Merci beaucoup de ce moment-là. Voilà, on parle comme ça de la comédienne Annie Girardot. On n'a pas parlé beaucoup de la femme malade. Et d'une certaine façon, c'est bien parce que oui, c'est bien, aussi parce qu'on ne va pas s'arrêter tout le temps à Alzheimer, bien sûr. Il faut justement revenir en arrière et voir un parcours éblouissant, avec peut-être effectivement quelques parenthèses douloureuses, et une capacité d'incarner la française, de faire rire autant que de faire pleurer. Elle passait du rire aux larmes et des larmes au rire, m'a encore dit Jean-Loup l'autre jour, ou plutôt tout à l'heure. Et je pense véritablement que dans sa génération, il y a Jeanne Moreau, sans aucun doute. Et elle a commencé en même temps, hein. Oui, ils ont commencé en même temps. Hein. Oui, à la fois exceptionnelle et en même temps accessible, proche.
Juste un mot quand même, quand elle était malade, jusqu'en 2006, elle a tourné encore en 2006, et tout le monde disait que quand on disait moteur, elle jouait, elle tournée. Oui, c'est un miracle, oui, c'est moi, incroyable. je l'ai interrogée pour une émission qui s'appelle L'Ombre et Lumière, 2004-2005. On commence à sentir que la mémoire n'était pas toujours là. Mais à l'instant où on a mis les caméras en route, je peux vous dire que vous aviez devant vous la plus belle machine professionnelle du monde. C'était extraordinaire. Merci Philippe Labro d'être venu lui rendre hommage ce soir sur BFM TV. Merci. Je vous en prie. On va reparler politique après le journal. On va revenir sur le remaniement, sur Nicolas Sarkozy, sur Alain Juppé. On retourne à l'univers de la politique après le journal de Mathieu Coache. À tout de suite.